Sortez. Je n'ai besoin ni de toi, ni de ce bébé. Sans moi, tu ne vaux rien. J'ai dit, sors, prends tes affaires et disparais. Je n'arrive pas à y croire. Une pauvre femme enceinte jetée dehors sous la pluie par son mari infidèle. Elle perd son bébé à cause de la douleur et du froid, puis, lentement, elle retrouve la guérison, la justice et un amour d'un nouveau genre quand un milliardaire discret l'aide à transformer sa peine en espoir pour tant d'autres femmes. « Hé, ça va? Tu ne devrais pas rester là comme ça. » Je ne savais pas où aller. « Ce n'est rien, je te tiens. Viens, sortons de la pluie. » La nuit où Kelvin a chassé Amara de la maison, la pluie à Lagos n'est pas simplement tombée. Elle l'a battu, comme si le monde entier lui en voulait. Ses vêtements étaient trempés, son ventre lourd, et son cœur semblait traîner dans la boue. Elle a cru que cette nuit-là marquait la fin de son histoire. Elle ignorait que c'était la nuit où un inconnu au volant d'un SUV noir l'apercevrait au bord de la route et changerait sa vie à jamais. Ce n'était pas toujours ainsi. Amara se rappelait une époque où Lanour sentait le jollof rice qui mijotait sur un unique réchaud à gaz dans leur minuscule studio à Ajegunle. C'était le rire de Kelvin quand ils partageaient une seule assiette, leurs genoux se touchant dans l'espace exigu. À cette époque, il n'était que Kelvin, un jeune homme aux grands rêves et aux poches vides. Il lui prenait la main, ses doigts cailleux dessinaient des motifs sur sa paume, et il lui parlait des immeubles qu'il dessinerait un jour, de l'empire qu'il bâtirait. « On quittera cet endroit, mon amour », murmurait-il dans ses cheveux, la voix pleine d'un feu qui la réchauffait jusqu'à l'âme. « Je te donnerai tout, Echo, Banana Island, tout ce que tu veux. » Amara se fichait d'Echo. Elle n'aimait que l'homme dont la tête reposait sur ses genoux, dont les rêves étaient devenus les siens. Elle travaillait sur 2 emplois, couturière le jour, femme de ménage le soir, pour payer ses frais d'université. Elle rentrait tard, le corps douloureux, et le trouvait endormi sur ses livres. Elle le couvrait doucement d'une couverture, le cœur gonflé d'un amour farouche et protecteur. Elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Pendant un temps, sa foi a suffi. Kelvin a obtenu son diplôme avec mention. Son talent était incontestable. Il a décroché un poste dans un prestigieux cabinet d'architecture. Bientôt, ses projets ont remporté des prix. L'argent est arrivé d'abord en filet, puis en torrent. Ils ont quitté Ajegunle, d'abord pour un petit appartement à Surulere, puis, comme il l'avait promis, pour une grande maison blanche à Echo Atlantique, avec jardin et portail qui s'ouvraient dans un silence électrique. Mais à chaque nouvelle voiture, chaque costume hors de prix, un peu du Kelvin qu'elle connaissait disparaissait. Le feu dans ses yeux s'était éteint, remplacé par un éclat froid et calculateur. Il ne lui prenait plus la main pour parler de leur avenir. Il parlait actif, investissement, contact. L'assiette de jollof partagée avait cédé la place à des dîners chics dans des restaurants où la nourriture était belle mais sans saveur. Il ne l'appelait plus « mon amour », il disait « Amara » et parfois il ne l'appelait plus du tout. Elle a essayé de s'accrocher. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a pleuré de joie. Ce bébé serait le pont qui le ramènerait vers elle, qui lui rappellerait leur début, les promesses faites dans ce petit studio d'Ajegunle. Pendant une semaine, ça a marché. Kelvin a touché son ventre, une lueur de l'ancienne chaleur dans les yeux. Il a acheté de minuscules chaussons et un beau berceau en bois. Mais la lueur s'est éteinte aussi vite qu'elle était revenue. Bientôt, il rentrait plus tard que jamais, portant l'odeur d'un parfum féminin inconnu. Quand elle osait demander, ses yeux devenaient de pierre. « Je suis occupée, Amara, je construis notre vie. » Mais ce n'était plus leur vie, c'était la sienne. Elle n'était plus qu'un élément de décoration, comme ces tableaux hors de prix accrochés au mur qu'ils ne regardaient jamais. L'écart entre eux était devenu un gouffre froid et silencieux. Amara restait seule dans l'immense salon, les mains posées sur son ventre rond, à écouter le ronronnement de la climatisation, un bruit aussi vide et solitaire que son cœur. L'amour qu'ils avaient bâti, autrefois si fort et vibrant, pourrissait de l'intérieur, et elle était impuissante à l'arrêter. Le dénouement est arrivé un mardi, sous un ciel de Lagos violacé et lourd de pluie retenue. Amara avait passé la journée à préparer le plat préféré de Kelvin, soupe égousie et pain d'édiame. Elle avait dressé la table avec la belle vaisselle qu'il n'utilisait jamais, espérant qu'un goût du passé pourrait réparer le présent. Elle était à 7 mois de grossesse, son corps était lourd, mais son esprit l'était encore plus.
Chaque geste était un effort, une prière muette pour qu'il la voie enfin, qu'il se souvienne d'elle. Il est rentré après 22 heures, pas seul. Une femme se tenait à ses côtés, grande et élancée dans une robe qui coûtait plus cher que toute la garde-robe d'Amara. Bianca. Amara l'avait déjà vue à un dîner d'entreprise. La fille d'un des plus riches clients de Kelvin, une femme qui se déplaçait comme si le monde lui appartenait. Kelvin. La voix d'Amara n'était qu'un souffle fragile dans l'immense hall. Kelvin ne l'a pas regardé. Il aidait Bianca à ôter son manteau. Amara, Bianca va rester quelque temps chez nous. Rester? Le mot est resté suspendu, épais, étouffant. Amara a regardé le visage froid et détourné de Kelvin, puis le sourire triomphant de Bianca. À cet instant, elle a tout compris. Rester ici? Sa main s'est posée instinctivement sur son ventre. Bianca a ri, un rire cristallin et glacial. « Ma chérie, ne fais pas cette tête. Kelvin et moi, ça fait longtemps. Il est temps d'arrêter de jouer la comédie. » Jouer la comédie? Le monde d'Amara a basculé. Elle s'est tournée vers Kelvin, les yeux suppliants. « Kelvin, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis ta femme, je porte ton enfant. » Il l'a enfin regardée. Son expression était d'une indifférence glaciale. C'était une erreur, Amara, tout ça. Il a balayé d'un geste la magnifique maison, la vie qu'elle avait aidé à construire. Tu m'as été utile quand je n'avais rien, maintenant tu gênes. Les mots l'ont frappé comme un coup de poing. Amara a reculé, la main sur la bouche pour étouffer un sanglot. La soupe égousie refroidissait sur la table. « Je veux que tu partes », a dit Kelvin d'une voix plate. « Tout de suite. »« Mais où vais-je aller? Il va pleuvoir. Kelvin, je t'en supplie. » « Ce n'est pas mon problème. Bianca est là maintenant. C'est chez elle, ici. » Bianca s'est approchée de la table, a pris une cuillère et a regardé la soupe avec dégoût. « C'est ça que vous mangez? Trop mignon !» Les larmes coulaient sur le visage d'Amara. Le choc était si violent qu'elle se sentait engourdie. Cet homme ne pouvait pas être le même qui lui avait autrefois promis le monde. Ce n'était pas possible. Et pourtant si. Kelvin est allé dans leur chambre, sa chambre désormais, et en est revenu avec la petite valise qu'Amara avait préparée pour la maternité. Elle contenait des vêtements de bébé minuscules, la couverture qu'elle avait tricotée elle-même et le petit ours en peluche usé qu'ils avaient acheté ensemble des années plus tôt. Il a jeté la valise à ses pieds. Elle s'est ouverte, répandant son contenu plein d'espoir sur le marbre froid. « Prends tes affaires et dégage », a répété Kelvin, la voix montant d'irritation. « Mes affaires » a murmuré Amara en regardant les vêtements éparpillés. « Ce sont les affaires de mon bébé. » Bianca a soupiré théâtralement. « Ça prend trop de temps, Kelvin. Fais-la sortir. » C'est tout ce qu'il a fallu. Kelvin a saisi le bras d'Amara, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. Il l'a traînée jusqu'à la porte d'entrée, le visage déformé par la colère. « J'ai dit « dehors !» Il l'a poussée dans l'air humide de la nuit. Les premières gouttes de pluie, grosses et lourdes, ont commencé à tomber, frappant le sol comme des larmes. « Je n'ai besoin ni de toi, ni de ce bébé !» a-t-il hurlé sous l'averse qui s'intensifiait. « Sans moi, tu n'es rien !» Il a claqué la porte. Le bruit a retenti comme un coup de feu dans le cœur d'Amara. Elle est restée plantée là, trempée, tremblante, tandis que la vie qu'elle avait connue partait à la dérive dans l'orage. La pluie tombait sans pitié. En quelques secondes, sa robe était collée à sa peau, le froid lui transperçait les os. Longtemps, elle est restée figée devant la porte close. Derrière les rideaux, les lumières chaleureuses de la maison qu'elle avait appelée chez elle brillaient cruellement. Elle entendait de la musique, des rires, le rire de Bianca. Une vague de nausée et de vertige la submergeait. Elle s'est éloignée du portail en titubant, l'esprit vide de douleur. Où aller? Sa famille n'existait plus. Sa mère était morte depuis des années. Son père, brisé par la faillite de son commerce, l'avait suivi peu après. Ses amis appartenaient à son ancienne vie à Adjegunle, un monde désormais inaccessible. Elle les avait perdus de vue quand le monde de Kelvin était devenu le sien. Elle n'avait plus personne. Elle a marché sans but. Les rues riches et impeccables d'Écho-Atlantique étaient désertes, silencieuses, à l'opposé des artères bruyantes et vivantes de son passé. Il n'y avait que le tambour de la pluie, le grondement lointain du tonnerre et les battements affolés de son cœur. Chaque pas était une épreuve. Une crampe aiguë lui a tordu le bas-ventre. Elle a gémi, pressant la main contre son ventre. « Ça va, mon bébé » a-t-elle murmuré, la voix emportée par le vent. « On va s'en sortir. » Mais non,
Elle était sans abri, sans argent et portait un enfant dont le père venait de les déclarer tous les deux sans valeur. Le poids de tout cela l'écrasait. Elle a marché pendant ce qui lui a semblé des heures, ses sandalettes bon marché claquant sur le bitume mouillé. Les voitures la dépassaient en trombe, leurs phares fendant l'obscurité, leurs occupants au sec et au chaud, indifférentes à la silhouette solitaire et enceinte au bord de la route. Plus elle s'éloignait d'Écho Atlantique, plus Lagos retrouva son chaos familier. Le ronflement des générateurs, la musique lointaine d'un bar ouvert tard, les klaxons même au cœur de la nuit. Mais ce soir-là, ces bruits ne lui semblaient pas réconfortants, ils étaient menaçants. Chaque ombre cachait un danger, chaque regard croisé semblait un jugement. Les crampes s'intensifiaient, arrivaient par vagues plus fortes. Une peur plus froide que la pluie s'insinuait en elle. Quelque chose n'allait pas. Elle s'est appuyée contre un mur, les jambes tremblantes, essayant de reprendre son souffle. Le monde tournait. Elle a senti une chaleur humide entre ses cuisses qui n'était pas la pluie. La panique la déchirait. Non, non, pas maintenant, pas mon bébé. Elle s'est redressée, a tenté d'arrêter un taxi, mais les chauffeurs accéléraient, refusant de s'arrêter pour une femme trempée et désespérée au milieu de la nuit. Elle perdait ses forces, les réverbères se brouillaient en halos lumineux, le sol vacillait sous ses pieds. Puis elle a vu des phares ralentir, l'espoir a surgi, vite remplacé par la peur. Et si c'était quelqu'un de mal intentionné? Mais elle n'avait plus le choix, elle s'effondrait. La voiture, une Mercedes noire et brillante, aussi déplacée ici qu'elle-même, s'est arrêtée à sa hauteur. La portière passager s'est ouverte, un homme en est sorti, tenant un grand parapluie noir. Il était grand, vêtu d'un costume impeccable, le visage marqué par l'inquiétude. « Ça va, madame » a-t-il demandé, d'une voix calme et grave. Amara a voulu répondre, mais les mots ne venaient pas. Une nouvelle vague de douleur l'a traversée, ses genoux ont fléchi. Elle serait tombée. L'homme l'a rattrapée à temps, son bras solide comme un roc. « Vous ne devriez pas rester dehors comme ça » a-t-il dit doucement, en la protégeant de la pluie avec son parapluie. « Vous avez besoin d'aide. » À travers le brouillard de douleur et de peur, Amara a levé les yeux vers son visage. Elle ne le connaissait pas, c'était un inconnu. Mais dans ses yeux brillait une gentillesse qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps. Ce fut la dernière chose qu'elle vit avant que tout devienne noir. Daniel Lawson n'avait pas prévu de se trouver dans ce quartier de Lagos à cette heure-là. Daniel rentrait chez lui à Écho Atlantique après une réunion qui s'était éternisée. Son esprit était occupé par les budgets de sa fondation et les stratégies de levée de fonds. La pluie tombait sans relâche, transformant les routes déjà chaotiques de Lagos en rivières de boue et d'eau trouble. Son chauffeur slalomait avec l'habitude des habitués, mais Daniel le remarquait à peine. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Puis il l'a vu, une silhouette solitaire, recroquevillée contre le mur d'un immeuble, trempée par l'orage. D'abord, il a cru qu'il s'agissait simplement d'une personne surprise par la pluie, mais quand la voiture s'est rapprochée, il a vu le ventre rond, incontestable. Elle était enceinte, et elle souffrait. « Arrêtez la voiture » a-t-il ordonné au chauffeur, la voix tranchante. Il n'a pas attendu d'explication. Il a attrapé le parapluie sur la banquette et est descendu sous l'averse. La femme paraissait terrifiée, les yeux écarquillés de douleur et de peur. Quand il lui a demandé si elle allait bien, elle a vacillé. Il s'est précipité et l'a rattrapée juste à temps alors que ses jambes se dérobaient. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru et son corps tremblait violemment, pas seulement de froid. Il sentait la tension en elle, la terreur pure. Il l'a soutenue fermement, le parapluie les protégeant tous les deux du plus gros de la pluie. « Ça va aller » a-t-il dit, plus doucement qu'il ne l'aurait voulu. « Je vais t'aider. Comment tu t'appelles » « Amara » a-t-elle murmuré, un souffle presque inaudible dans le vacarme de l'orage. « Amara » a-t-il répété, « Moi c'est Daniel, je t'emmène dans un endroit sûr, au chaud. » Il l'a aidé à monter à l'arrière de la voiture. Le cuir des sièges contrastait brutalement avec sa robe détrempée. Elle s'est laissée tomber, le corps replié sur lui-même, quand une nouvelle vague de douleur l'a traversée. Daniel a vu le sang sur l'arrière de sa robe, une tache sombre qui s'étalait sur le tissu clair. Son cœur s'est serré. « À l'hôpital » a-t-il ordonné au chauffeur, la voix pressante. « Le plus proche et le meilleur, tout de suite. » Le chauffeur n'a pas discuté. La voiture a redémarré, glissant avec souplesse dans les rues inondées. Amara était silencieuse à présent, les yeux fermés, la respiration courte et saccadée. Daniel a ôté sa veste de costume et l'a posée sur elle, un geste dérisoire contre le froid qui s'était installé jusqu'au fond de ses os.
Il l'observait, un tourbillon d'émotions en lui, une colère brûlante contre celui ou celle qui l'avait abandonné dans cet état, et autre chose, plus calme, un sentiment de responsabilité qu'il ne s'était plus autorisé depuis très longtemps. Il ne connaissait pas son histoire, mais il lisait la carte du malheur sur son visage. La détresse, la peur pour l'enfant qu'elle portait. Ce regard, il le reconnaissait. Il l'avait vu dans les yeux de tant de femmes qui venaient frapper à la porte de sa fondation. Mais ici, si brut, si immédiat, c'était différent. Ça devenait personnel. « On y est presque, Amara », a-t-il dit doucement, sans savoir si elle l'entendait. « Tiens bon. » Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un flou de vitres striées de pluie et du balai régulier des essuie-glaces. Quand ils sont enfin arrivés, Daniel l'a porté à l'intérieur en criant qu'on appelle un médecin. Infirmières et brancardiers se sont précipités avec un brancard. Pendant qu'on l'emmenait, ses paupières ont papilloté. Elle a croisé son regard. Une question muette, une supplication. Il a hoché la tête comme on passe un pacte. « Je suis là », a-t-il dit, « je ne bouge pas ». Il l'a regardé disparaître derrière les doubles portes, son costume désormais trempé, sa veste encore sur elle. Il s'est laissé tomber dans un fauteuil de la salle d'attente, l'odeur âcre d'antiseptique lui remplissant les poumons. La nuit était loin d'être finie. L'hôpital était un monde de voix étouffées et de lumière crue. Daniel a patienté, les minutes s'étirant comme des heures. Il a passé quelques coups de fil, la voix basse et déterminée, pour s'assurer qu'elle aurait les meilleurs médecins, les meilleurs soins. Il ne savait pas qui elle était, mais il savait qu'elle méritait mieux que le trottoir glacé où on l'avait trouvée. Les heures ont passé. Dehors, l'orage s'apaisait, laissant un monde lavé de neuf. Enfin, un médecin est sorti, le visage grave. « Monsieur Lawson. » Daniel s'est levé, le cœur battant. « Comment va-t-elle » ? « Elle est stable pour l'instant, » a répondu le médecin d'une voix lourde. L'exposition au froid et le stress ont déclenché un travail prématuré. On fait tout ce qu'on peut, mais elle est très faible. « Et le bébé » a demandé Daniel, les mots étrangers dans sa bouche. Le médecin a pincé les lèvres. « On a dû pratiquer une césarienne d'urgence. C'est une petite fille, née beaucoup trop tôt. Ses poumons ne sont pas assez développés. Elle est en unité de soins intensifs néonatales. Ce sera un chemin difficile. » Une immense tristesse a envahi Daniel. Une vie si neuve, déjà en train de livrer un combat acharné. On l'a autorisée à voir Amara un court instant. Elle était pâle, allongée dans le lit, branchée à une forêt de tuyaux et de moniteurs. Les yeux fermés, le front plissé, comme si elle continuait à se battre même dans son sommeil. Il est resté longtemps près d'elle, gardien silencieux dans la pièce calme. Quand Amara s'est réveillée, le monde était d'un blanc flou. La première chose qu'elle a ressentie, c'est le vide. Un vide profond, abyssal, là où son bébé avait été. Le poids avait disparu. La panique l'a saisie. « Mon bébé !» a-t-elle croassé, la gorge en feu. « Où est mon bébé ?» Une main douce a touché son bras. Une infirmière au visage gentil, mais triste. « Votre fille est en réanimation néonatale, ma belle. Elle est toute petite, mais c'est une battante. » Le soulagement a été si violent qu'il lui a donné le vertige, vite suivi par une vague écrasante de culpabilité. C'était sa faute, si elle avait été plus forte, si elle n'était pas restée sous la pluie. Les jours suivants ont été un brouillard de douleur, de chagrin et de peur. Amara s'est remise physiquement, mais son âme était brisée. Elle passait des heures assise près de la couveuse à regarder sa minuscule fille se battre pour chaque inspiration. Le bébé était si fragile, un oisillon à la peau translucide, la poitrine qui se soulevait à peine. Elle l'a appelé Nettie, ce que Dieu a donné, une prière et une supplication à la fois. Daniel était là, constamment, jamais envahissant, mais toujours présent. Il veillait à ce qu'elle mange, qu'elle ait un endroit confortable pour se reposer. Il parlait au médecin, son calme autoritaire faisant rempart aux termes médicaux effrayants et aux pronostics incertains. Il payait tout, balayant d'un geste ses tentatives larmoyantes de refuser. « Laisse-moi t'aider », disait-il simplement. Pendant une semaine, Nettie a semblé prendre des forces. Les médecins étaient prudemment optimistes. Amara s'est autorisée une toute petite étincelle d'espoir. Elle s'asseyait près de la couveuse et murmurait des histoires à sa fille, des promesses d'une vie sûre et heureuse, loin des orages du passé. Mais une nuit, les machines autour de la couveuse se sont mises à biper frénétiquement. Les infirmières ont accouru. On a poussé Amara hors de la pièce, le cœur cognant contre ses côtes.
À travers la vitre, elle a vu l'équipe médicale s'activer autour de sa toute petite fille. Le monde a ralenti. Les bips affolés se sont transformés en un long signal continu, un son qui a transpercé l'âme d'Amara. Les médecins se sont arrêtés. Une infirmière s'est tournée vers elle, le visage défait. Et à cet instant, le monde d'Amara ne s'est pas simplement incliné, il s'est fracassé. L'étincelle d'espoir qu'elle avait si précieusement gardée s'est éteinte, ne laissant qu'un vide froid, noir, étouffant. Sa bébé, Nettie, était partie. L'effondrement a été total, un hurlement silencieux qui a résonné dans les cavités vides de son cœur. Elle n'a pas fait un bruit, elle s'est simplement effondrée sur le sol, le monde se dissolvant dans une obscurité plus profonde qu'aucun orage. Les premiers jours après la mort de Nettie ont été un néant. Amara les a traversés comme un fantôme, le corps présent, mais l'esprit et l'âme à la dérive dans une mer de chagrin. Daniel a tout pris en charge. Il a organisé des obsèques discrètes, auxquelles n'ont assisté que lui, Amara et une femme au visage doux qu'il a présentée comme sa gouvernante Mama Bissi. Amara s'est tenue près de la petite tombe, une unique rose blanche tremblant dans sa main. Elle n'a pas pu pleurer. Les larmes étaient gelées en elle, un bloc de glace dans sa poitrine. Elle ne ressentait rien et tout à la fois. La culpabilité était une bête vivante qui la rongeait de l'intérieur. Elle avait échoué. Elle avait mis sa fille au monde dans la douleur et n'avait pas su la protéger. Après l'enterrement, Daniel l'a ramenée dans sa grande maison d'écho-atlantique. Il ne lui a pas demandé ce qu'elle voulait faire ni où elle voulait aller. Il l'a simplement conduite jusqu'à une belle chambre d'amis calme donnant sur le jardin. La pièce baignait dans une lumière douce, le lit était recouvert de draps blancs impeccables. « Repose-toi, Amara », a-t-il dit doucement. « Mama Bissi va veiller sur toi. » Et elle l'a fait. Mama Bissi était une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et aux mains qui semblaient savoir exactement ce dont on avait besoin sans qu'on ait à le dire. Elle apportait des plateaux repas qu'Amara ne touchait pas, des tasses de thé qui refroidissaient, des serviettes propres qu'elle n'utilisait pas. Elle ne pleurait pas avec elle, ne débitait pas de phrases toutes faites. Elle était simplement là, présence muette et solide dans le silence écrasant du deuil d'Amara. Amara passait le plus clair de son temps dans cette chambre, à regarder par la fenêtre le jardin luxuriant. Elle observait les oiseaux, les fleurs, la lumière qui filtrait à travers les feuilles et ressentait un décalage abyssal. Comment le monde pouvait-il rester aussi beau alors que le sien s'était arrêté ? Parfois, elle serrait contre elle le petit ours en peluche usé, seul vestige de la vie d'avant. Elle le pressait contre son visage, cherchant un soupçon de l'odeur de Nettie, de ce bébé qu'elle n'avait jamais tenu autrement que dans les murs stériles de l'hôpital. Alors, les sanglots venaient, silencieux, des secousses qui la vidaient et l'épuisaient. Daniel ne la forçait jamais à parler. Il laissait des livres devant sa porte ou un petit vase de fleurs fraîches sur la table de nuit. Le soir, il lui arrivait de lire dans le salon, la lumière douce d'une lampe éclairant son visage. Il ne l'invitait pas à le rejoindre, mais sa présence était une invitation muette, la certitude qu'elle n'était pas totalement seule. Un soir, environ une semaine après les obsèques, Amara s'est retrouvée à errer dans les couloirs silencieux de la maison. Elle s'est arrêtée devant une porte close. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose l'attirait. Elle la poussait doucement. C'était une chambre d'enfant, ou plutôt, ça l'avait été. Tout était impeccable, mais vide. Un petit lit parfaitement fait, un cheval à bascule figé dans un coin, une étagère remplie de livres pour enfants. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, comme si la pièce avait été scellée hors du temps. Une nouvelle vague de chagrin si puissante qu'elle a failli la mettre à genoux. Elle a reculé, refermant doucement la porte. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle est sortie sur le balcon, l'air frais de la nuit était un soulagement. Daniel était là, accoudé à la balustrade, regardant les lumières de la ville. Il n'a pas paru surpris de la voir. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré. « Je ne voulais pas fouiller. »« La chambre », a-t-il dit en hochant la tête, le regard toujours perdu à l'horizon. « C'était celle de mon fils. » Le souffle d'Amara s'est bloqué. « Je ne savais pas que tu avais un fils. »« Il est parti », a dit Daniel, « il y a longtemps, avec sa mère. » Et pour la première fois, Amara a compris la tristesse dans ses yeux, cette façon calme qu'il avait de porter le monde sur ses épaules, cette chambre couverte de poussière. Tout n'était que le reflet d'un chagrin aussi profond que le sien. Ce n'était pas seulement un inconnu gentil, c'était un homme qui savait ce que ça faisait de tout perdre. Il était un protecteur silencieux parce qu'il savait ce que c'était de n'avoir personne pour te protéger. Dans cette douleur commune, jamais exprimée à voix haute, un lien minuscule et fragile commença à se tisser entre eux. Les semaines devinrent un mois.
Les blessures physiques d'Amara cicatrisèrent, mais la plaie de son cœur restait à vif. La grande maison silencieuse d'Écho Atlantique devint son refuge. Elle passait encore beaucoup de temps dans sa chambre, mais peu à peu, timidement, elle osa sortir. Elle marchait dans le jardin, l'herbe douce sous ses pieds nus, un petit ancrage au monde réel. Elle s'asseyait au bord de la piscine, sans nager, juste à regarder l'eau frémir sous la brise. La maison fonctionnait avec une efficacité discrète grâce à Mama Bissi et à une poignée d'employés. Tous étaient polis, mais Amara sentait leur regard curieux. Elle savait ce qu'ils devaient penser. Qui était cette femme que M. Lawson avait ramenée chez lui, dans son monde farouchement privé? Elle se sentait comme une intruse, un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Daniel continuait de garder ses distances, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour faire son deuil. Mais ses gestes de soin, silencieux, ne cessaient jamais. Un jour, elle trouva un carnet à dessin et un jeu de crayons de charbon sur la table de sa chambre. Pas de mots. Elle sut que c'était lui. Elle se rappelait lui avoir dit un jour, dans un rare moment de conversation, qu'elle adorait dessiner autrefois. Elle prit un crayon, les doigts d'abord maladroits. Elle esquissa les fleurs du jardin, le jeu de lumière sur l'eau, n'importe quoi, pour occuper ses mains et faire taire la boucle infernale du chagrin dans sa tête. Les dessins n'étaient pas très bons, mais créer quelque chose, n'importe quoi, était un petit pas vers le sentiment d'être encore vivante. C'était comme réapprendre à respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Un après-midi, Mama Bissi la trouva dans la cuisine, les yeux fixés sur la gazinière sans la voir. « Tu regrettes de cuisiner ?» demanda la femme plus âgée, d'une voix douce. Ce n'était pas vraiment une question. Amara hocha la tête, la gorge nouée. C'était tout ce que je savais faire pour lui. Mama Bissi posa une main réconfortante sur son épaule. « Maintenant tu cuisines pour toi, ma chérie. Tu cuisines parce que ça t'apaise. Tu cuisines pour te rappeler que tu es toujours là. » Le lendemain, Amara demanda si elle pouvait aider en cuisine. Mama Bissi accepta sans hésiter. Elles travaillèrent dans un silence complice. Couper les légumes, remuer les marmites. Les odeurs familières d'oignons et d'ail, de ragoûts qui mijotent, de pain qui cuit, commencèrent à combler le vide stérile en elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une routine, un rythme, un petit bout de vie normale qu'elle avait perdu. C'est par Mama Bissi qu'elle en apprit davantage sur Daniel. La gouvernante parlait de lui avec une loyauté et une tendresse farouche. Elle lui raconta son épouse disparue, Elenina, et leur fils Léo. Elle parla de la lumière qui s'était éteinte dans la maison et dans Daniel quand ils étaient partis dans cet accident de voiture des années plus tôt. « Il s'est refermé après ça, » dit Mama Bissi, la voix triste. « Il a tout mis dans son travail, dans sa fondation. Il aide tellement de monde, mais il ne laisse personne l'aider. » Elle regarda Amara alors, un éclat entendu dans les yeux. Il n'avait ramené personne ici depuis ce jour-là. Personne. Jusqu'à toi. Ces mots se posèrent dans le cœur d'Amara, lourds et troublants. Elle ne comprenait pas pourquoi Daniel l'aidait, mais elle commençait à voir que sa bonté ne venait pas de la pitié. Elle naissait d'une compréhension muette, partagée, de la perte. Il voyait sa propre fracture reflétée dans la sienne. Un soir, alors qu'elle dessinait dans le jardin, Daniel vint s'asseoir sur le banc à côté d'elle. Longtemps, il ne dit rien, regardant simplement le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de violet. « C'est beau, hein ?» finit-il par dire. Amara hocha la tête. « Elenina adorait les couchers de soleil d'ici, » reprit-il doucement. Elle disait que c'était comme si le monde promettait que, peu importe la noirceur du jour, il y aurait toujours de la lumière le lendemain. Il se tourna vers elle. Pour la première fois, ses yeux n'étaient pas seulement bons, ils étaient ouverts, vulnérables. « Je sais que tu n'y crois pas encore, Amara, mais il y aura de la lumière pour toi aussi. » Elle ne le croyait pas, pas encore, mais assise là, dans le crépuscule tranquille, auprès de cet homme qui comprenait sa douleur sans qu'elle ait besoin de la nommer, elle sentit une toute petite graine d'espoir, fragile, commençait à germer dans le désert de son cœur. Les jours à la maison prirent un rythme doux. Amara se levait, prenait un petit déjeuner calme, puis passait des heures dans le jardin ou avec son carnet. C'était paisible, mais cette paix était vide. Elle guérissait, mais n'avait aucun but. Sa vie n'était plus qu'une longue étendue de temps vide et elle ne savait pas quoi en faire.
Un matin, Danielle la trouva dans la bibliothèque, les yeux perdus sur une étagère de livres qu'elle n'avait aucune envie de lire. « Je dois aller au siège de la fondation aujourd'hui, dit-il depuis l'embrasure de la porte. Je me demandais si tu voudrais venir avec moi. » Amara fut surprise. « La fondation? La Lawson Foundation? » « Oui, je l'ai créée après la mort de ma femme et de mon fils. On aide les femmes et les enfants en difficulté, mères célibataires, victimes de violences. On propose un hébergement, de l'aide juridique, des formations professionnelles. » Ces mots touchèrent une corde profonde en elle, un refuge pour les femmes en détresse. Elle se revit seule, terrifiée, sous la pluie. « Je ne sais pas, qu'est-ce que j'y ferai ? »« Rien, si tu n'en as pas envie, répondit-il doucement. Tu peux juste voir ce qu'on fait. Ou rester dans le jardin, c'est toi qui choisis. Mais je me suis dit que sortir de la maison te ferait peut-être du bien. » Elle accepta, plus par politesse que par désir. Mais pendant le trajet vers Victoria Island, elle sentit une petite étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, la curiosité. La Lawson Foundation n'était pas un bureau froid d'entreprise. C'était un lieu chaleureux, accueillant, rempli de couleurs vives et des rires d'enfants qui venaient de la crèche. Des femmes apprenaient à coudre, à utiliser un ordinateur, à gérer un budget. D'autres parlaient à voix basse avec des conseillères, le visage mêlant douleur et espoir. Amara se reconnut dans chacune d'elles. La peur dans leurs yeux, la façon protectrice dont elles tenaient leurs enfants, la détermination tranquille de reconstruire une vie sur les cendres de l'ancienne. Daniel ne la présenta pas comme un cas ou une victime. Il la présenta simplement comme Amara, une amie. Il lui fit visiter les lieux, expliquant les différents programmes avec une passion discrète qui transfigurait son visage d'ordinaire réservé. Elle vit le profond respect que le personnel lui portait, la façon dont les femmes s'illuminaient quand il leur parlait. Elle finit dans la salle de couture. Le ronronnement des machines était un son familier, réconfortant. La formatrice, une femme joyeuse nommée Funke, l'accueillit chaleureusement. « Tu couds ?»« Avant, oui, répondit Amara doucement. Elle s'assit devant une machine libre, effleura le métal froid. Elle prit un morceau de tissu, un imprimé Ankara éclatant, et le glissa sous l'aiguille. Le mouvement simple et répétitif était méditatif. Pendant qu'elle cousait, le bruit dans sa tête, ce cœur incessant de culpabilité et de « et si » s'estompa. Elle passa le reste de la journée là, à aider les autres femmes, à leur montrer comment enfiler une aiguille, comment faire une couture droite. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus seulement Amara la mère endeuillée ou Amara l'assistée. Elle était Amara la couturière. Elle avait un savoir-faire, un rôle, elle pouvait être utile. Sur le trajet du retour, elle resta silencieuse, mais c'était un silence différent. Pas le silence lourd du deuil, mais celui d'un esprit qui commence à se réveiller. « Merci Daniel », dit-elle quand ils arrivèrent devant la maison. « Pourquoi ? Pour aujourd'hui, pour tout. » Il hocha simplement la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Ce soir-là, pour la première fois, elle le rejoignit dans le salon après le dîner. Ils ne parlèrent presque pas, mais restèrent assis dans un silence confortable, à lire. La grande maison semblait un peu moins vide. Amara savait qu'elle était encore brisée, qu'une partie d'elle manquerait toujours, mais pour la première fois depuis cette nuit terrible, elle se dit qu'un jour, peut-être, elle redeviendrait entière. La fondation lui avait rendu quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, une raison de regarder vers demain. Amara commença à passer presque toutes ses journées à la fondation. Elle trouva sa place dans l'atelier couture. Ses mains retrouvaient un rythme familier, son esprit une concentration apaisée. Elle n'enseignait pas seulement la couture, elle écoutait les histoires. Des histoires de douleur, de trahison, mais aussi de résilience incroyable. En aidant ces femmes à assembler des morceaux de tissu, elle avait l'impression de recoudre lentement les bords effilochés de sa propre vie. Elle lança un petit projet, apprendre aux femmes à fabriquer de beaux sacs solides avec les chutes de tissu Ankara. Les sacs connurent un vrai succès, vendus dans la petite boutique de la fondation. Cela offrait aux femmes un revenu modeste, mais régulier. L'idée était simple, mais c'était la sienne, et ça fonctionnait. Daniel l'observait de loin, une fierté discrète dans le regard. Il voyait la lumière revenir en elle, la force qu'elle ignorait posséder. Leur soirée devint une douce habitude. Un dîner calme, parfois des discussions sur la fondation, sur des livres ou de la musique, en prenant soin d'éviter les plaies encore trop vives. Amara se mit à aimer particulièrement le grand jardin de la maison. C'était son sanctuaire, un endroit où elle se sentait proche de la terre, de la vie.
Une partie était remplie de rosiers, des dizaines de variétés, dans toutes les nuances de rouge, rose et blanc. Ils étaient visiblement choyés, mais elle remarqua que certains buissons avaient poussé en désordre, qu'ils avaient besoin d'être taillés. Un après-midi, elle trouva une paire de sécateurs dans la remise et se mit à l'œuvre, coupant délicatement les branches mortes pour faire place à la nouvelle pousse. C'était un travail minutieux, absorbant. Elle perdit la notion du temps, l'esprit enfin calme, les mains occupées à quelque chose d'utile. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas les domestiques approcher. Elle surprit la fin de leur conversation, des murmures portés par la brise. « C'est tellement triste, il n'y a plus touché depuis qu'elle est partie, c'était ses préférés. Je sais, il passait des heures ici avec elle, Madame Lawson adorait ses roses. » Amara se figea, le sécateur encore à la main. Les roses de son épouse. Elle fut prise d'un soudain sentiment de culpabilité, comme si elle profanait un lieu sacré. Elle s'apprêtait à ranger l'outil quand la voix de Mama Bissi, ferme et claire, retentit. « Laissez-la, les roses ont besoin de soins, et elle aussi. » Les domestiques se tunent et s'éloignèrent. Amara resta là, à genoux dans la terre, une unique rose blanche parfaite devant elle. Elle pensa à la chambre couverte de poussière à l'étage, à la tristesse que Daniel cachait si bien dans ses yeux. Il avait bâti cette forteresse de maison, cette fondation pour aider les autres, tout ça pour gérer une douleur si profonde qu'elle avait figé une partie de sa vie dans le temps. Elle reprit son travail, mais désormais, cela avait un autre sens. Ce n'était plus une simple distraction, c'était un acte de soin, de compréhension muette. Elle redonnait vie aux roses de son épouse, à quelque chose qui avait été négligé à cause du deuil. Ce soir-là, quand Daniel rentra, il la trouva assise sur un banc dans le jardin de roses, le soleil couchant l'auréolant d'or. Les buissons étaient taillés avec soin, la terre débarrassée des mauvaises herbes. Il s'arrêta, embrassant la scène du regard. Il ne parla pas des roses, il la regarda simplement, et dans ses yeux, elle vit passer quelque chose qu'elle ne sut nommer. Pas seulement de la gratitude, une reconnaissance partagée, la conscience muette des chagrins parallèles qu'ils portaient tous les deux. « Elles sont magnifiques, Amara, » dit-il enfin, la voix basse. « Elles avaient juste besoin d'un peu d'aide, » répondit-elle doucement. Il s'assit sur le banc, laissant une distance respectueuse entre eux. Nous aussi, parfois. Ils restèrent silencieux, tandis que le ciel virait à l'indigo. C'était dans ces moments calmes qu'Amara se sentait le plus proche de lui. Il n'essayait pas de combler le silence avec des mots vides, il restait simplement là, partageant le poids. Deux âmes solitaires réunies par un orage, trouvant un réconfort étrange et fragile dans le jardin d'une femme qu'ils avaient tous les deux, à leur manière, perdue. La tristesse était toujours là, un bourdonnement constant sous la surface. Mais pour la première fois, elle ne semblait plus les isoler. Elle ressemblait à un pont. À mesure que la confiance d'Amara grandissait, son rôle à la fondation s'élargit. Daniel commença à lui confier plus de responsabilités, pas seulement dans l'atelier couture, mais dans la gestion quotidienne. Elle avait un vrai talent pour l'organisation et une empathie profonde pour les femmes. La fondation prospérait grâce à ses soins discrets. Sa vie avait retrouvé un rythme stable. Les journées étaient pleines de sens, les soirées de la compagnie tranquille de Daniel. La grande maison d'Éco-Atlantique ne ressemblait plus à une maison étrangère, elle était devenue un havre. Mais le mystère du passé de Daniel et son lien avec le sien continuaient de flotter dans un coin de son esprit. Il ne parlait jamais de son épouse ni de son fils, et elle n'osait jamais poser la question. Le jardin de roses et la chambre poussiéreuse étaient des monuments silencieux à un deuil qu'il gardait enfermé. Un samedi après-midi pluvieux, Daniel fut appelé pour une réunion d'affaires urgente. Amara se retrouva seule dans l'immense maison, le bruit de la pluie comme un doux tambour contre les vitres. Elle cherchait un livre dans la bibliothèque quand son regard fut attiré par une petite boîte en bois finement sculptée, sur l'étagère la plus haute. Elle semblait déplacée parmi les volumes reliés de cuir. La curiosité l'emporta. Elle monta sur un petit tabouret et descendit la boîte avec précaution. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, parmi de vieux papiers, se trouvait un petit album photo relié de cuir. Son cœur battit plus fort. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû, mais elle ne put s'en empêcher. Elle l'ouvrit. Les premières pages montraient un couple souriant, heureux. Daniel, plus jeune, plus insouciant, et une très belle femme aux yeux pétillants. Elena, sans doute.
Puis des photos d'un petit garçon aux yeux sérieux de Daniel et au sourire joyeux d'Elena, Léo. Une boule se forma dans la gorge d'Amara. Ils avaient l'air si heureux, si pleins de vie. Difficile d'imaginer que tout cela avait été éteint en un instant. Elle tourna la page et son souffle se bloqua. C'était une photo de son père. Sur un chantier, un plan à la main, un large sourire fier. Et à côté de lui, le regardant avec une admiration évidente, un Daniel bien plus jeune, à peine 20 ans, au tout début de sa carrière. L'esprit d'Amara s'emballa. Daniel avait connu son père. Pas seulement connu, il avait travaillé avec lui. Il avait fait partie du monde de son père, ce monde qu'elle croyait perdu à jamais. Elle feuilleta le reste de l'album. D'autres photos, Daniel et son père à un dîner, riant aux éclats. Daniel chez eux, assis à leur table. Son père remettant un trophée à un Daniel rayonnant. Il n'avait pas été un simple employé, il avait été un protégé, presque un fils. Pourquoi ne lui avait-il jamais rien dit? Elle remit l'album dans la boîte, les mains tremblantes. L'âme calme et bon qui l'avait sauvé n'était pas un inconnu. C'était un morceau de son passé, un fantôme de la vie qu'on l'avait forcé à abandonner. Cette révélation la bouleversa jusqu'au fond de l'âme. Sa gentillesse n'était pas due au hasard. Elle prenait racine dans une histoire dont elle ignorait tout. Les questions qu'elle avait eu trop peur de poser hurlaient désormais dans sa tête. Que s'était-il passé entre lui et son père? Pourquoi ce silence? Elle entendit une voiture dans l'allée. Daniel rentrait. Elle remit précipitamment la boîte en place, le cœur battant à tout rompre. Elle sortit de la bibliothèque au moment où il entrait, secouant la pluie de son manteau. « Tout va bien ?» demanda-t-il en voyant son visage. Amara le regarda, vraiment regarda pour la première fois. Elle ne vit plus seulement le milliardaire gentil qui l'avait sauvé, mais le jeune homme qui avait autrefois admiré son père. « Daniel, » murmura-t-elle, « il faut qu'on parle. » L'air de la bibliothèque était lourd d'odeur de vieux livres et de pluie. Amara se tenait près de la cheminée, les mains crispées l'une contre l'autre, le cœur cognant comme un tambour affolé. Daniel la regarda. Son calme habituel avait laissé place à une résignation lasse, comme si cette conversation était celle qu'il attendait et redoutait depuis longtemps. « Tu connaissais mon père » dit Amara, la voix basse mais ferme. Ce n'était pas une question. Daniel soupira, passa une main dans ses cheveux. Il alla se servir un petit verre de whisky au carafon posé sur son bureau. Il ne lui en proposa pas. « Oui, Amara, répondit-il sans se retourner, je le connaissais. » « Ce n'était pas juste quelqu'un que tu connaissais, insista-t-elle, gagnant en assurance. C'était ton mentor, n'est-ce pas? J'ai vu les photos. » Il se retourna alors, les yeux assombris par les souvenirs. « C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Il m'a donné ma première chance quand personne d'autre ne voulait. Il m'a tout appris sur les affaires, sur l'intégrité. »« Alors pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» demanda-t-elle, la douleur perceptible dans la voix. « Tout ce temps tu m'as laissé croire que tu étais un étranger. » « Parce que c'est compliqué, répondit-il, la voix teintée d'une ancienne souffrance. Et parce que je lui ai fait défaut. » Amara fronça les sourcils. « Défait? De quoi tu parles? » « L'entreprise de ton père, elle n'a pas simplement fait faillite, expliqua Daniel, le regard lointain. Elle a été détruite, délibérément, de l'intérieur. Il lui raconta l'histoire, un jeune employé brillant mais sans scrupules que son père avait engagé, un homme ambitieux nommé Kelvin. Kelvin avait été le protégé de son père avant Daniel, mais son ambition était empoisonnée par la cupidité. Daniel et son père l'avaient associé à un énorme projet immobilier, lui confiant la gestion financière. « Ton père lui faisait une confiance aveugle, dit Daniel, la voix amère, moi aussi. » Mais Kelvin détournait de l'argent. Fausses factures, société écran, blanchiment. Il a vidé le projet à blanc. Quand ils ont découvert la fraude, il était trop tard. L'entreprise était en faillite. Les investisseurs se sont retirés. Ton père a tout perdu. Amara s'effondra dans un fauteuil, l'esprit en vrac. Kelvin, l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait soutenu de toutes ses forces, était celui qui avait détruit son père. « Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté ?» murmura-t-elle. « Ton père ne l'a pas voulu, » répondit Daniel avec tristesse. « C'était un homme fier. Il n'aurait pas supporté la honte publique, le scandale. Il a préféré endosser la perte lui-même, dire à tout le monde que c'était de mauvais investissements. Il m'a fait jurer de ne jamais en parler. Le stress l'a brisé. Il n'a plus jamais été le même. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amara. Son père n'avait pas échoué.
Il avait été trahi. Et l'homme qui l'avait trahi était le même qui l'avait jeté à la rue. « Après la mort de ton père, reprit Daniel plus doucement, j'ai essayé de te retrouver. Je voulais honorer la promesse que je lui avais faite, veiller sur toi. Je lui devais bien ça. Et ensuite, j'ai appris que tu avais épousé Kelvin, dit-il, le nom lui brûlant la bouche. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai envoyé des lettres, tenté de t'appeler, même contacté ta mère. Jamais de réponse. Kelvin m'a dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec le passé de ton père, que tu avais tourné la page et que tu refusais tout rappel de son échec. Je l'ai cru. J'ai respecté ce que je pensais être ta volonté et je me suis effacé. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant un tableau terrifiant. Kelvin n'avait pas seulement ruiné son père, il l'avait isolé, coupé de la seule personne qui aurait pu l'aider, qui aurait pu lui dire la vérité. Il avait bâti sa nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Et il avait veillé à ce qu'elle ne puisse jamais revenir en arrière. Elle regarda Daniel, le cœur serré pour lui, pour son père, pour toutes ces années volées par les mensonges de Kelvin. La promesse n'avait pas été rompue par Daniel, elle avait été volée par Kelvin. « Il a menti, dit Amara, la voix tremblante d'une colère froide qui montait. Il a menti sur tout. » Quelques jours plus tard, le passé frappa à la porte, littéralement. Amara arrangeait un bouquet dans le grand hall quand l'interphone sonna. Le gardien « Madame, il y a un homme qui demande à vous voir. Il dit s'appeler Kelvin. » Le sang d'Amara se glaça. Le vase lui glissa des mains et se brisa sur le marbre. L'eau et les lys blancs s'éparpillèrent à ses pieds. Kelvin, ici. Mama Bissi accourut au bruit. « Ma chérie, ça va ?» Elle vit le visage d'Amara et comprit aussitôt. « Dites-lui qu'il n'est pas le bienvenu », lança-t-elle d'une voix de fer dans l'interphone. Mais la voix calme de Daniel descendit de l'escalier. « C'est bon, Mama Bissi, faites-le entrer. » Amara leva vers lui des yeux affolés. « Non, Daniel, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends, » répondit-il, le visage dur comme pierre en descendant les marches. « Fais-le entrer. Il est temps que ça s'arrête. » Kelvin pénétra dans la maison comme s'il était chez lui, mais ses vêtements étaient froissés, son visage tiré par un désespoir qu'on ne lui connaissait pas. Il balaya du regard le luxe environnant, une lueur d'envie dans les yeux. Puis il posa son regard sur Amara et tenta un sourire charmeur qui n'atteignit jamais ses yeux. « Amara, je t'ai cherché partout, j'étais inquiet. » Amara le fixa, muette. L'audace de cet homme était sidérante. « Qu'est-ce que tu veux, Kelvin ?» demanda Daniel, d'une voix si basse qu'elle en était menaçante. Il se plaça légèrement devant Amara, rempart protecteur. Le regard de Kelvin passa à Daniel et se durcit en un rictus. « Je viens récupérer ma femme des griffes de ce prédateur. » Daniel ne broncha pas. « Ta femme ? Tu l'as mise à la porte, tu te souviens ?» « J'ai fait une erreur, » répondit Kelvin en se tournant vers Amara, la voix dégoulinante de fausse sincérité. « J'étais en colère, je n'étais pas moi-même. Bianca ne représentait rien, ça a toujours été toi, Amara. Tu ne vois pas qu'il te manipule ? Cet homme, lança-t-il en pointant un doigt tremblant vers Daniel, n'est pas celui que tu crois. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre. « De quoi tu parles ? Demande-lui !» La voix de Kelvin montait, hystérique. « Demande-lui pour ton père, demande-lui comment un jeune homme sans famille et sans le sou est devenu milliardaire juste après la faillite de l'entreprise de ton père. C'est lui qui l'a détruit, Amara. Il s'est servi de ton père et l'a jeté ensuite. Et maintenant, il essaie de te faire la même chose en jouant les héros. » Le mensonge était si énorme, si éhonté, qu'il aurait presque pu passer pour vrai. Pendant une seconde terrifiante, Amara sentit une graine de doute germer. Elle regarda Daniel, dont le visage restait de marbre, les yeux rivés sur Kelvin. Était-ce possible ? Tout cela n'était-il qu'un jeu cruel et sophistiqué ? Kelvin vit son hésitation et enfonça le clou. « Il t'a menti, il a ruiné notre famille et maintenant il veut te voler à moi. Il est obsédé par l'héritage de ton père et il te voit comme la dernière pièce du puzzle. Tu n'es qu'un trophée pour lui. »« Ça suffit, » trancha Daniel, la voix froide comme l'acier. « Ah oui, » répliqua Kelvin, les yeux fous. « Dis-lui la vérité, Lawson. Parle-lui du contrat. Dis-lui comment tu as bâti ton empire sur la tombe de mon beau-père. » Les mots restèrent suspendus, venimeux, tranchants. Amara avait le vertige. La pièce tournait autour d'elle. Elle passa du visage désespéré et accusateur de Kelvin à la colère froide et maîtrisée de Daniel.
Son passé et son présent se percutaient dans ce grand hall silencieux, et la vérité semblait glisser entre ses doigts comme du sable. L'un des deux était un monstre. Il ne restait plus qu'à découvrir lequel. Le silence était assourdissant, seulement troublé par la respiration lourde de Kelvin. Amara chercha sur le visage de Daniel une réponse, un démenti. Il soutint son regard. L'espace d'un instant, son expression s'adoucit, un réconfort muet. Puis, il reporta son attention sur Kelvin. « Tu veux parler du passé, Kelvin ? Très bien, parlons du passé. » Daniel alla calmement jusqu'à une petite table près de la porte et prit une épaisse chemise cartonnée. Il était prêt. Il l'ouvrit et étala plusieurs documents sur la table. Vieux, jaunis, relevés bancaires, ordre de virement, copie de contrat. « Tu as raison sur un point, » dit-il d'une voix posée. « Il y avait bien un contrat que j'ai signé avec M. Nossou pour sauver son entreprise. Mais il y avait aussi d'autres documents que tu as falsifiés. » Il fit glisser une feuille, une autorisation de virement signée d'une grossière imitation de la signature de son père. « Tu as créé de faux comptes fournisseurs, » poursuivit Daniel, la voix basse et accablante. « Tu as validé des paiements pour des prestations jamais réalisées, des matériaux jamais livrés. Tu as détourné des millions de naïras de l'entreprise, de mon propre investissement, vers tes comptes offshore. » Le visage de Kelvin blêmit. « C'est un mensonge, tu m'as piégé !»« Vraiment ?» demanda Daniel, dangereusement doux. « C'est moi aussi qui t'ai forcé à rencontrer les membres corrompus du conseil municipal qui faisaient pression sur ton beau-père ? Moi qui t'ai forcé à prendre leur pot de vin pour fermer les yeux pendant qu'ils bloquaient ses permis et faisaient exploser ses coûts ? » Il poussa un autre document, un registre de paiement en liquide, à côté de chaque ligne, une seule initiale, K. Tu n'as pas seulement volé, Kelvin, tu as activement collaboré avec ceux qui voulaient le ruiner. Tu prenais de l'argent des deux côtés. Tu étais le serpent dans sa maison et il ne l'a jamais vu. Il te faisait confiance, il t'aimait comme un fils. Chaque mot clouait le cercueil du passé d'Amara. Le brouillard se dissipa, remplacé par une clarté atroce, déchirante. Elle se rappela les nuits tardives de Kelvin, ses déplacements soudains, la façon dont il se fermait ou devenait agressif dès qu'elle posait des questions sur les finances de l'entreprise. Elle avait cru au stress, c'était la culpabilité. « Il a fini par découvrir, n'est-ce pas ?» murmura Amara, la voix à peine audible. « Mon père a découvert ce que tu avais fait. » Kelvin la regarda, son assurance s'effondrant, remplacée par la peur d'un animal acculé. « C'est un accident, bégaya-t-il. Il m'a confronté, il allait tout révéler, tout détruire. On s'est disputé, il était tellement en colère. Il a fait une crise cardiaque. Amara, j'ai essayé de l'aider, je te jure. » Mais elle vit le mensonge dans ses yeux. Elle vit la vérité de ce jour-là. Son père, si bon, si fier. Son cœur brisé non par la maladie, mais par la trahison ultime. Kelvin n'avait pas seulement volé son argent, il lui avait volé sa volonté de vivre. Il était resté là à le regarder mourir. Le sang n'était pas seulement métaphorique sur ses mains, c'était une tache sur son âme même. « Sors » dit Amara, la voix tremblante mais gagnée par une force nouvelle, dure comme l'acier. Kelvin la regarda, suppliant. « Amara, s'il te plaît, ce n'était pas comme ça. Je l'ai fait pour nous, pour qu'on ait cette vie. » « Cette vie ?» Un rire amer lui échappa. « Cette vie est bâtie sur la tombe de mon père. Tu ne l'as pas fait pour nous, tu l'as fait pour toi. » Elle pointe à la porte, la main ferme. J'ai dit « sors » avant que j'appelle la police. Un instant, il sembla vouloir protester, mais il croisa son regard. Ce n'était plus le visage de la femme faible et indulgente qu'il avait épousée. C'était celui d'une survivante. Il tourna les talons et s'enfuit, disparaissant dans l'après-midi gris, laissant derrière lui les décombres de ses mensonges. Amara resta là, entourée des fantômes du passé, la vérité enfin libre, terrible et libératrice. Après le départ de Kelvin, un silence de plomb tomba sur la maison. Amara restait figée dans le hall, les documents accusateurs encore étalés sur la table. La vérité empoisonnait chaque souvenir de son mariage, souillait chaque instant d'amour qu'elle avait cru partager avec Kelvin. Elle sentit la présence de Daniel à côté d'elle, solide, stable. Il ne la toucha pas, mais elle perçut son soutien muet. « Je suis désolé, Amara, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû le laisser entrer. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. »
Non, répondit-elle en secouant la tête sans le regarder. Il fallait que je l'entende de sa bouche. Il fallait que je voie le mensonge dans ses yeux. Elle leva enfin les yeux vers lui. Il n'était plus plein de larmes, mais d'une détermination froide, dure. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il paiera, promit Daniel. J'ai rassemblé ces preuves pendant des années. J'attendais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, répondit Amara, la voix ferme. Je ne le laisserai pas s'en tirer, pas seulement pour moi, pour mon père, pour son nom. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea en Amara. Le chagrin était toujours là, douleur constante dans sa poitrine. Mais ce n'était plus un brouillard paralysant, c'était du carburant. L'image de son père, trahi et brisé, lui donna une force qu'elle ignorait posséder. Elle n'était plus une victime de ses circonstances, elle était la gardienne de l'héritage de son père. Avec Daniel, elle passa des heures dans le bureau à éplucher les preuves. Daniel avait engagé les meilleurs détectives privés. Chaque naira volée par Kelvin avait été retracée. Relevés bancaires, faux documents et même un enregistrement secret où Kelvin avouait ses crimes à un associé des années plus tôt. C'est largement suffisant pour l'envoyer en prison longtemps, dit Daniel en regardant la pile de dossiers. La prison ne suffit pas. Il faut que les gens sachent la vérité. Il faut que le nom de mon père soit lavé. Il le mérite, répondit-elle. C'était un homme bon. Il ne méritait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un raté. Une idée commença à germer dans son esprit. Un projet né de la douleur et du désir de justice. Le grand gala caritatif annuel de la Loveson Foundation approchait à grands pas, dans quelques semaines seulement. C'était l'un des événements mondains les plus attendus de l'année à Lagos. Tout le gratin de la ville y serait, hommes d'affaires, politiciens, journalistes. Beaucoup parmi les invités avaient été les amis et collègues de son père, ces mêmes personnes qui lui avaient tourné le dos quand son entreprise s'était effondrée. Le gala, dit Amara d'une voix calme et décidée, c'est là qu'on le fera. Daniel la regarda, surpris. « Amara, c'est une scène très publique, tu es sûre d'être prête ?»« Je ne suis plus la femme que tu as trouvée sous la pluie, Daniel. » Et elle savait que c'était vrai. Il a essayé de me briser, il m'a pris mon bébé, il a sali la réputation de mon père. Je ne le laisserai pas me prendre aussi ma voix. Il doit affronter le monde qu'il voulait tant impressionner. Il doit être démasqué devant tout le monde. Un sourire lent, sincère, illumina le visage de Daniel, un sourire qui atteignait enfin ses yeux. Il voyait la force en elle, le feu qui avait été enfoui sous tant de douleur. « D'accord, dit-il, la voix pleine d'admiration, on le fera à ta manière. » Ils commencèrent à élaborer le plan, stratégie risquée mais puissante. Ils allaient retourner contre Kelvin sa propre cupidité et son arrogance. Daniel passa un coup de fil, voix calme et convaincante, pour tendre le piège. Il invita Kelvin au gala sous prétexte d'un énorme contrat qui pourrait le remettre en selle. « Il ne pourra pas résister, dit Daniel en raccrochant. Revenir sous les projecteurs, côtoyer les puissants, c'est une drogue pour lui. » Amara sentit un frisson de peur, mais elle le repoussa. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Il s'agissait de reprendre le récit que Kelvin leur avait volé, à elle et à son père. Elle ne serait plus l'épouse sans valeur qu'il avait jetée. Elle serait celle qui l'aurait fait tomber. Les larmes étaient finies, place à la justice. La soirée du gala arriva, éclatante et fastueuse. La salle de bal de l'Eco-Hotel était une mer de lustres scintillants, de champagne hors de prix et des personnes les plus influentes de la ville. Hommes en smoking impeccable, femmes en robes étincelantes, les rires résonnaient sous les hauts plafonds dorés. Amara se tenait dans l'ombre d'une grande colonne, le cœur battant. Elle portait qu'une robe bleu nuit sobre mais élégante que Daniel avait tenu à lui offrir. C'était la première fois depuis des années qu'elle se faisait belle. Elle se sentait étrangère dans sa propre peau. Elle croisa son reflet dans une vitre, un visage pâle mais des yeux brûlants d'une détermination farouche. Daniel était à ses côtés, présence solide et rassurante. Terriblement séduisant en smoking, mais les yeux aux aguets, scrutant la foule. « Il est là », murmura-t-il. Amara suivit son regard. Kelvin se tenait près du bar, coupe de champagne à la main, sourire suffisant. Il discutait avec un groupe d'hommes, riant et gesticulant, comme s'il était le maître des lieux. Il avait mordu à l'hameçon à la perfection. Le plan était simple.
Daniel avait organisé une rencontre entre Kelvin et un investisseur dans un petit salon isolé. Cet investisseur n'était autre que Monsieur Adabio, l'un des collaborateurs les plus fiables de Daniel, équipé d'un micro caché. Toute la conversation serait enregistrée et diffusée en direct sur les grands écrans de la salle. « Prête ?» demanda Daniel, sa main effleurant doucement son coude. Amara inspira profondément. « Oui. » Elle regarda Daniel s'approcher de Kelvin, sourire poli mais regard glacial. Il lui tapa sur l'épaule, geste amical en apparence seulement. « Kelvin, mon ami, ravi que tu aies pu venir. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Il entraîna un Kelvin flatté vers le petit salon où l'attendait Monsieur Adabio. Le rôle d'Amara restait hors de vue jusqu'au bon moment. L'attente fut une torture, chaque minute durait 1 heure. Elle entendait le brouhaha de la foule, le tintement des verres, la musique douce du quattro à cordes. Tout semblait irréel, comme une scène de film. Puis les lumières de la salle baissèrent. Un silence tomba quand Daniel monta sur l'estrade. Les grands écrans, qui affichaient jusque-là le logo de la fondation, s'allumèrent. Les visages de Kelvin et de Monsieur Adabio apparurent, diffusés pour tous. Kelvin, grisé par le champagne et son ego, était dans son élément. Il n'avait pas remarqué les caméras. Il fanfaronnait. « La clé du succès, disait-il en faisant tourner son verre, c'est de savoir couper les pertes. Prenez mon ancien beau-père par exemple, un brave homme, mais trop sentimental. Il faisait trop confiance. » Monsieur Adabio se pencha. « J'ai entendu dire qu'il avait un associé qui l'avait trahi. »« Un associé ?» Kelvin éclata d'un rire laid. « Non, c'est la version officielle que Lawson aime raconter. La vraie histoire est bien meilleure. » Il but une longue gorgée. Le vieux avait un protégé brillant. Moi. C'était moi qui gérais les chiffres. J'ai vu où était l'argent et je l'ai pris. Il me faisait une confiance aveugle, signait tout ce que je lui mettais sous le nez. Quand il a compris, il était trop tard. Il a fait une crise cardiaque, là, dans son bureau, presque poétique. Un hoquet collectif traversa la salle. Les gens se tournèrent vers les écrans, visages choqués, dégoûtés. Sur l'écran, Kelvin continuait, inconscient. « Et le meilleur, reprit-il avec un sourire cruel, c'est que j'ai épousé sa fille. J'ai eu le nom de famille et ce qu'il restait de sa réputation. Elle était naïve comme tout, elle gobait tous mes mensonges. Même après que je l'ai mise à la porte, elle doit encore être quelque part à pleurer toutes les larmes de son corps. » C'était le signal. Amara sortit de l'ombre de la colonne, tête haute. Elle avança lentement, délibérément, vers l'estrade. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Tous les regards étaient braqués sur elle, murmures sur son passage. Kelvin finit par lever les yeux vers les écrans. Son visage devint livide en voyant sa propre confession diffusée au monde entier. Il se tourna et croisa le regard d'Amara. Le sourire suffisant avait disparu. Il n'y avait plus que la terreur pure. Le piège s'était refermé. Tandis qu'Amara montait sur l'estrade, un silence puissant tomba sur la grande salle de bal. Seule résonnait encore la voix cruelle de Kelvin depuis les écrans, suspendue dans l'air comme un brouillard toxique. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle sentait leur pitié, leur choc, leur curiosité malsaine. Mais elle ne flancha pas. Son regard restait fixé sur Kelvin. Il était figé dans le petit salon, visage décomposé par l'incrédulité et l'horreur. Sa coupe de champagne lui échappa et se brisa au sol, le bruit retentissant dans la pièce silencieuse. Amara arriva sur l'estrade et prit le micro des mains de Daniel. Sa main était parfaitement stable. Elle balaya du regard la mer de visages, les puissants, les riches, ceux qui avaient autrefois admiré son mari et plaint son père. « Je m'appelle Amara Nosu », commença-t-elle, la voix claire et forte, résonnant dans le silence total. « Pendant des années, vous avez connu mon père, Monsieur Nosu, comme un homme qui avait échoué en affaires. Ce soir, vous avez entendu la vérité. » Elle tourna les yeux vers Kelvin, désormais encadré par la sécurité de l'hôtel. « L'homme que vous voyez sur cet écran n'a pas seulement volé de l'argent. Il a volé le nom d'un homme bon. Il a volé la vie de mon père, et il a essayé de voler la mienne. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. « Il m'a dit que je ne valais rien. Il m'a jeté dehors, enceinte et seule, sous l'orage. Et dans cet orage, j'ai perdu mon enfant. » Un murmure d'effroi parcourut la salle. Ce n'était plus un simple scandale financier, c'était une tragédie.
« Mais je ne vaux rien, poursuivit Tamara, la voix vibrante d'une force qu'elle ignorait posséder. Ma valeur n'a jamais dépendu de lui, de son argent ou de cette vie bâtie sur des mensonges. Ma valeur vient d'ici, posa-t-elle la main sur son cœur. Elle vient du souvenir de mon père, du souvenir de ma fille, et elle vient de la force de me tenir ici ce soir pour dire la vérité. À cet instant, les grandes portes de la salle s'ouvrirent à la volée. 2 policiers en uniforme entrèrent, visage grave et déterminé. Ils se dirigèrent droit vers le petit salon où Kelvin se tenait, paralysé. « Kelvin, dit Tamara, la voix soudain basse, froide, définitive, c'est fini. » Les agents lui passèrent les menottes. Il ne résista pas, toute combativité l'avait quitté. Tandis qu'on l'emmenait, ses yeux cherchèrent une dernière fois les siens. Ils étaient pleins d'une supplication désespérée, pathétique. Mais Amara ne ressentit rien, ni pitié, ni colère, juste un immense vide calme qui commençait doucement à se remplir de paix. La salle explosa en applaudissements, une vague tonitruante de soutien. Daniel vint à ses côtés, posa doucement la main dans son dos. « Tu l'as fait », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Amara le regarda. Une unique larme coula enfin sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de délivrance. Le poids des années de mensonges, de honte, de deuil s'allégeait enfin. Tandis qu'on emmenait Kelvin hors de l'hôtel, sous les flashs des journalistes déjà massés dehors, Amara sentit la dernière chaîne de son ancienne vie se briser. Elle était libre. L'orage était enfin passé, et pour la première fois, elle voyait le ciel dégagé devant elle. L'avenir était inconnu, mais il était à elle, et il ne faisait que commencer. L'année qui suivit l'arrestation de Kelvin, le monde bascula. Le scandale occupa Lagos pendant des mois. Le procès fut rapide. Avec la montagne de preuves rassemblées par Daniel et la confession publique de Kelvin, le verdict coupable, ne faisait aucun doute. Il fut condamné à une longue peine de prison pour escroquerie, détournement de fonds et toute une série de délits financiers. L'argent qu'il avait volé, ce qu'il en restait, fut récupéré. Amara n'en voulut pas un centime pour elle. Avec ces fonds et une donation importante de la Lawson Foundation, elle réalisa un rêve qu'elle portait depuis longtemps. Dans un coin verdoyant d'Adjegunle, le quartier où son histoire avait commencé, elle ouvrit un foyer. Elle l'appela Little Dove Home, la maison de la petite colombe, en mémoire de sa fille Nettie. C'était un havre, un lieu d'espoir pour les femmes qui n'avaient connu que des tempêtes. Ce n'était pas seulement un refuge, c'était une communauté. Une crèche pleine de rires d'enfants, des salles de formation professionnelle et un grand atelier de couture lumineux où Amara enseignait aux femmes à construire leur avenir, un point à la fois. Les sacs en tissu Ankara qu'elle fabriquait devinrent le symbole de leur résilience, vendus dans tout Lagos et au-delà. Amara mit tout son cœur et toute son âme dans Little Dove Home. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue une leader, une mentor, une source de force pour les autres. La douleur de sa perte était toujours là, une souffrance sourde qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle l'avait transformée en un héritage d'espoir. Tout au long de ce chemin, Daniel fut à ses côtés. Pas comme un sauveur qui fond du ciel, mais comme un partenaire, une présence calme et solide. Il la conseillait sur la gestion de la fondation, l'aidait dans les démarches administratives, l'écoutait patiemment parler de ses projets et de ses peurs. Leur relation grandit lentement, doucement, comme les roses du jardin. Elle ne reposait pas sur de grands gestes romantiques, mais sur des tasses de thé partagées dans le calme du soir, sur des silences confortables, sur le respect mutuel de 2 personnes qui avaient vu le pire du monde et choisissaient d'en construire un plus beau à partir des décombres. Il venait souvent à Little Dove Home, non pas en milliardaire bienfaiteur, mais simplement en Daniel. Les enfants se précipitaient sur lui, grimpaient sur ses genoux pendant qu'il leur lisait des histoires. Les femmes le traitaient avec une affection naturelle. Elles voyaient la façon dont il regardait Amara, avec une admiration et une tendresse discrète mais profonde. Un après-midi, assis sur un banc dans la petite cour de jeu du foyer, regardant les enfants jouer, Daniel prit doucement sa main. Sa chaleur était sûre, rassurante. « Ton père serait tellement fier de toi, Amara, » dit-il doucement. Elle regarda leurs mains jointes, puis la cour animée, les femmes qui riaient derrière la vitre de l'atelier. « Je crois
Je crois que c'est ce qu'il aurait voulu, répondit-elle, un vrai sourire illuminant son visage. Pas la richesse, mais un sens. Il serra sa main. Tu l'as trouvé, tu l'as construit. À cet instant, Amara sut qu'elle était chez elle. Pas dans une grande maison à Écho-Atlantique, ni dans une petite chambre à Adjegunle. Chez elle, c'était ce sentiment de paix, de sens. C'était le rire des enfants, le ronronnement des machines à coudre et la présence rassurante de l'homme assis à côté d'elle. Ils formaient une famille étrange, atypique, réunie par la tragédie, mais soudée par un amour calme et résistant. Deux âmes brisées qui avaient trouvé comment guérir, non pas en oubliant le passé, mais en bâtissant ensemble un avenir meilleur. 2 ans plus tard, le soleil de l'après-midi inonde la cour de Little Dove Home, baignant tout d'une lumière dorée et chaude. L'air est rempli des cris joyeux des enfants qui jouent. Certains courent après un ballon multicolore sur l'herbe, leur rire résonnant dans l'espace ouvert. D'autres sont rassemblés autour d'une table, dessinant avec des crayons de couleur éclatants. Amara se tient près de l'entrée, un sourire serein aux lèvres. Ce n'est plus la femme timide et brisée de l'orage, sa posture est assurée, ses yeux clairs, pleins d'une force douce. Elle contemple la scène, le cœur rempli. Une petite fille d'à peine 6 ans, aux grands yeux effrayés, s'approche d'elle en serrant une poupée élimée. Nouvelle arrivée, sa mère a fui un foyer violent la veille au soir. « Tati, » murmure l'enfant, la voix tremblante, « il fait toujours beau ici ?» Amara s'agenouille pour être à sa hauteur. Elle glisse tendrement une natte rebelle derrière l'oreille de la petite. « Non, ma chérie, » répond-elle doucement. « Parfois il pleut, parfois il y a de gros orages. » Les yeux de l'enfant s'écarquillent de peur. Mais Amara poursuit, la voix chaude et rassurante. Après chaque orage, le soleil revient. Et le soleil est toujours plus fort que la pluie. Ici, on apprend à attendre le soleil. Et on apprend qu'on est assez forte pour rester debout sous la pluie jusqu'à ce qu'il revienne. Elle serre doucement la petite fille dans ses bras. Pour la première fois, les épaules crispées de l'enfant se détendent un peu. Une ombre tombe sur elle. Amara lève les yeux. Daniel est là, un sourire tendre et amoureux sur le visage. Il lui tend la main. Elle la prend, leurs doigts s'entrelacent. Cela semble naturel, juste. Il l'aide à se relever. Ils restent debout côte à côte, main dans la main, regardant les enfants jouer. Le son de leur rire est la plus douce des musiques. C'est le son de l'espoir, des nouveaux départs. Amara pose la tête sur l'épaule de Daniel. Une paix profonde l'envahit. Le passé fait partie d'elle, une collection de cicatrices qui racontent son histoire. Mais ce n'est plus toute son histoire. L'orage ne l'a pas brisée. Il remportait une vie qui n'était pas vraiment la sienne et l'a menée ici, vers un but plus grand qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer, et vers un amour calme, solide et vrai. Ensemble, ils regardent le soleil commencer à se coucher, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, promettant, comme toujours, qu'un nouveau jour viendra. Parfois, ceux qui te disent que tu ne vaux rien ont simplement peur de la force qu'ils voient en toi. Ta valeur ne vient d'aucun être humain. Elle vient de Dieu et de la bonté, du courage qui sont en toi. La douleur peut te briser une saison, mais si tu refuses de rester à terre, cette même douleur peut devenir la raison pour laquelle tu te bats, pour toi et pour les autres. Si tu es dans un endroit où tu n'es ni aimé, ni respecté, ni en sécurité, souviens-toi, partir n'est pas un échec. Ça peut être le premier pas vers la vie que tu mérites vraiment. Tu n'es pas un déchet, tu n'es pas seul, tu mérites l'amour, la paix et un nouveau départ. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a redonné espoir, rejoins mon membership YouTube et soutiens cette chaîne. Ton soutien permet à ces histoires d'atteindre plus de personnes qui ont besoin d'espoir, de courage et d'un doux rappel que leur histoire n'est pas finie. Merci d'être de cette famille.